Merci pour cette présentation. Euh, Maintenant, nous passons à la présentation d'un ouvrage collectif de 9 écrivains qui, là, touchent directement au sujet des mots MAUX et des mots MOTS, comme nous avons décidé de nommer cette année les journées du livre russe. 8 milliards de cendrillons qui sont traduits par Anne Koldefic-Fokar, qui est membre du jury, pardon, qui est lauréate du prix Russophonie et qui va nous présenter les 9 écrivains qu'elle a choisis, interrogés par Elena Balsamo, qui elle est membre du jury du prix Russophonie et qui est une essayiste, une traductrice aussi, spécialiste de la Suède et de la Russie. À vous, Anne Koldefi. À vous, Hélène Balsamo. Merci beaucoup. Bonjour Anne. Bonjour Elena et bonjour tout le monde. Nous sommes installés, vous et moi, tranquillement dans nos provinces respectives, bien au chaud, mais vous, à la différence de la plupart de nous, vous avez été en Russie assez récemment, vous avez vécu en Russie une partie de la pandémie et vous avez voulu partager l'expérience de la pandémie, de la première vague de la pandémie, mais pas directement, mais à travers un livre qui est paru en Russie, d'abord en russe, dans Courrier de Russie. Et non, il est paru en français dans le Courrier de Russie. Pardon, il est paru en français dans le Courrier de Russie. Et dont vous avez fait un livre que vous avez traduit et édité dans votre maison d'édition avant l'arrivée de la deuxième vague, et qui n'est pas seulement un ensemble de 9 textes, mais qui a en fait 2 versants. Il y a les textes et il y a des photos. Des photos faites par 6 jeunes photographes russes et qui sont insérés dans le livre et qui séparent les différents textes. Et on remarque tout de suite que les images qui présentent des instantanés de ce que les photographes ont vu en se promenant dans une ville en Russie confinée, finalement ressemble beaucoup à d'autres photos qu'on a vues prises ailleurs pendant le confinement, pendant le début de la pandémie. C'est-à-dire, cela nous amène à penser que les présents se ressemblent, les présents sont à peu près pareils partout. Alors que les façons de les appréhender, ces présents, sont très différentes d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Et c'est de là que je voudrais qu'on parle aujourd'hui en présentant ce livre. Mais justement, d'abord, peut-être quelques mots sur les auteurs qui sont ressemblés sous une couverture, parce qu'ils sont très différents. Est-ce que vous pouvez brièvement nous raconter qui a écrit? En fait, je dois dire que ces textes ne sont pas une idée qui vient de moi. C'est Jean-Claude Galli, le directeur du Courrier de Russie, qui au printemps, pendant la première période de confinement où j'étais en France et pas du tout en Russie, m'a dit ce serait bien qu'on publie des textes d'écrivains sur justement leur vision. C'était pas du confinement, c'était pas de la pandémie, c'était le thème qu'on a donné aux auteurs et qu'on a proposé aux auteurs de traiter, c'était le monde après la pandémie. Moi, j'ai trouvé que l'idée était vraiment très très bien. Et puis j'ai commencé à appeler des écrivains que je connaissais. Ensuite, je suis très reconnaissante à Irina Barmietova, qui est la directrice de la revue Octobre, à qui j'ai parlé de ce projet et qui m'a permis
d'entrer en contact avec 3 des auteurs sur 9, ce qui était vraiment très sympathique de sa part. C'était des auteurs que soit je ne connaissais pas ou mal, ou avec lesquels je n'avais pas le contact. Ce que je voulais, c'est qu'il y ait une grande variété dans le choix des auteurs de plusieurs générations, des auteurs de styles complètement différents, de réflexions complètement différentes et éventuellement contradictoires les uns par rapport aux autres. Au départ, il était prévu simplement de les publier dans le journal chaque semaine pendant 9 semaines. Et au fur et à mesure que c'était publié dans le journal, je me suis rendu compte que ça faisait quand même un tout. Même si les textes étaient très différents, les points de vue très différents, ça faisait un tout. Et là, je me suis dit, il faut en faire un livre. Il faut que ça reste, parce que le Courrier de Russie, c'est un journal en ligne. Alors, il y a bien sûr des archives, mais on sait que les publications dans les journaux, ben ça va, ça vient, ça disparaît. Je me disais qu'un livre, ce serait bien. Et on va faire une édition en russe prochainement, puisque les textes ont été écrits en russe, et qu'à la sortie du livre en français, on a eu pas mal de demandes de lecteurs qui me disaient « mais pourquoi vous ne le publiez pas en russe ?» Et les auteurs sont d'accord dans l'ensemble, donc on va le faire très bientôt. Et l'idée d'illustrer le livre par des images, ça vient de vous et ça correspond à quoi? Ça vient pas de moi du tout non plus. On va finir par se dire que j'ai rien fait là-dedans. C'est dans le journal, dans le Courrier de Russie, il y a toujours des photos qui souvent sont... ça n'est pas des illustrations des articles, comme là, ça n'est pas des illustrations des textes, même si ça a un rapport forcément. Et là, Chloé Heller, qui s'occupait des photos dans le journal, a cherché des photos et est tombée sur ces jeunes photographes qui avaient fait des photos de Moscou, et pas seulement de Moscou d'ailleurs, il y a plusieurs autres villes, pendant le confinement, pendant la période de confinement. Donc ce sont des villes un peu désertes, ce sont des moments comme ça qui ont été fixés par les photographes, et on les a utilisés dans la parution dans le journal, et on a décidé de les reprendre dans le livre parce que ça ponctue, ça n'illustre pas les textes, mais ça ponctue, et je trouvais que ça faisait un ensemble très cohérent. Oui, et justement le fait que les textes sont très hétérogènes et que les photos aussi sont faites par des personnes différentes dans des esthétiques très différentes, ça finalement aide à unifier le recueil. Le recueil, oui. Absolument. Alors c'est assez drôle parce qu'effectivement c'est hétérogène et c'était voulu de faire. Moi, j'ai pas dicté aux auteurs ce qu'ils devaient écrire sur le sujet. Donc c'est extrêmement différent. On a ce qu'on peut appeler des mini-essais, on a des nouvelles, de courtes nouvelles. C'est extrêmement différent comme écriture, extrêmement différent comme point de vue. Et ce qui est assez drôle, c'est que chez les lecteurs, il y a des choix passionnés et passionnels. Bon, moi, je sais les textes que je préfère, et c'est très drôle parce que c'est complètement différent selon les lecteurs, selon les gens. Bon, certains vont préférer le texte de Anna Kozlova qui est très... elle fonce, elle est un peu radicale, elle est un peu violente. Il y a vraiment des lecteurs qui ont adoré ce texte. D'autres qui vont préférer le texte de Yevgeny Vodolazkin, qui clôt. En fait, il a commencé la publication dans le journal et clôt le recueil. Et puis, d'autres qui vont préférer Andrei Gerasimov, d'autres Yuri Arabov, etc., etc. Mais ça ne laisse pas sans réaction. C'est-à-dire les lecteurs réagissent aux différents textes.
Oui, et ça, on le comprend bien parce que finalement, même si les textes, ou en tout cas pas tous les textes, nous posent des questions existentielles, la situation en elle-même a une problématique existentielle. Donc forcément, les réactions des lecteurs doivent être différentes. Et on voit bien aussi que ce présent-là, le présent que tout le monde vit un peu partout maintenant dans le monde, il s'articule d'une façon très, très différente selon les traditions culturelles d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que ce recueil-là ne pourrait pas être écrit par 9 auteurs français. Absolument. Ça m'a beaucoup frappé quand j'ai lu les textes, parce que je les recevais, je les ai reçus un à un. Le premier qui m'est parvenu, c'était donc le texte de Yevgeny Vodolazkin, que j'ai trouvé éblouissant, enfin, vraiment très solide, très, très intéressant. Et puis ensuite, à chaque semaine, je me disais, tiens, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que je vais découvrir? C'était assez passionnant. Alors, il y a des auteurs qui ont refusé, absolument. Il y en a plusieurs, je ne donnerai pas de nom, ce ne serait pas correct de ma part. Des auteurs qui m'ont dit non, c'est exclu, parce que le thème, je disais tout à l'heure, c'était le monde après la pandémie, et plusieurs m'ont dit non, je ne veux pas penser à l'avenir, je ne veux pas parler d'avenir. Donc c'est non. Voilà. Ah ben nous, ici, on est libre, on va justement parler d'avenir et essayer de voir dans quelle mesure cette vision d'avenir est déterminée par la vision du passé, par le passé vécu. Et j'ouvre le livre à la page 85 et on va voir si vous allez reconnaître tout de suite de qui est le texte. Et je lis ceci. Par bonheur, la crise des missiles a pu être résolue. Donc, l'auteur parle de la crise des missiles, la crise avec le Cuba. Et si nous sommes capables, aujourd'hui, de nous montrer aussi disciplinés que nos pères, nous verrons la fin de notre réclusion. Notre sous-marin remontera à la surface et nous pourrons enfin aspirer l'air à plein poumon. Voilà, donc là c'est encore un texte qui, je m'excuse, paraît vraiment typiquement russe, avec cette première réaction, c'est de se référer au passé pour pouvoir envisager l'avenir. Mais dans ce recueil, il y a plusieurs textes qui se réfèrent au passé même parfois lointain. Je pense au texte de Vladislav Otroshenko qui parle des Mongols, qui remonte vraiment très très loin dans le temps, qui parle de Gengis Khan. On a Yevgeny Vodolazkin qui parle aussi beaucoup du passé. En tant que médiéviste, c'est un petit peu normal. Et surtout de l'histoire, des rythmes de l'histoire. Ça, j'ai trouvé que c'était très, très, très intéressant. Et puis, on a aussi ceux qui abordent le passé, mais leur passé personnel. Là, le texte que vous venez de citer, l'extrait, c'est Andrei Gerasimov, qui parle de son père, qui s'était retrouvé en pleine crise de Cuba, effectivement, dans un sous-marin, et sachant que l'océan où il se trouvait était truffé de bateaux américains. Ils étaient restés pendant je ne sais combien de temps, de jours, sans pouvoir bouger parce qu'on entendait tout. Et ils pouvaient se faire repérer. Et le capitaine était passé dès qu'il a fallu surtout ne plus bouger du tout. Il est passé en disant le premier qui fait tomber une petite cuillère, je le tue de mes propres mains. Il était passé en montrant son pistolet, son revolver, et Andrei Gerasimov m'avait dit bon, ils ont réussi à s'en sortir, ils n'ont pas fait de bruit, ça c'était un vrai confinement, autre chose que ce qu'on a eu, nous, ce qu'on a encore. Si eux s'en sont sortis, je ne sais pas pourquoi on ne s'en sortirait pas. Alors il y a des visions
optimistes, plus ou moins réalistes certaines fois, d'autres tout à fait pessimistes. Des auteurs écrivent bon, le monde après la pandémie, ce sera la même chose qu'avant, mais en pire. Ça, c'est la version la plus noire. Ah oui, justement, ce qui m'a frappé dans le texte de Gerasimov, c'est évidemment non seulement la référence du passé, on ne peut que se référer au passé parce que l'avenir est inconnu, mais c'était cet appel au passé collectif. Le passé collectif direct, voilà, on a surmonté la crise des missiles, on surmontera le reste si on reste unis. Et puis, il y a aussi, dans la plupart des textes, il y a donc ce passé qu'on intègre pour essayer d'appréhender le présent qui semble plus individuel, plus personnel, mais qui aussi renvoie à des constantes collectives dans le passé russe, comme par exemple dans le texte qui commence par la question rituelle que donc, tous les parents et tous les grands-parents posaient toujours à leurs enfants. Tu t'es lavé les mains et qui est donc à la fois l'expérience de tout le monde et l'expérience de chacun et auquel les auteurs se réfèrent. Mais quand même, ce qui m'a frappé beaucoup dans ce recueil, c'était la vision, oui, que les auteurs essaient d'avoir du futur et qui m'a paru extrêmement pessimiste et désabusée. Parce qu'on lit les choses, comme je ne crois pas que ce qui je ne crois pas que qui que ce soit puisse changer après l'épidémie, dit un auteur. Puis un autre enchaîne, n'espérez pas de changement positif dans l'homme lui-même. Les changements extérieurs, en revanche, il en aura à profusion après le coronavirus. Est-ce que ce côté-là, vous pensez que c'est une constante ou c'est juste des cas isolés des auteurs? Je pense que c'est une majorité d'auteurs, et pas seulement d'auteurs. Je pense que beaucoup de gens, et pas seulement en Russie, pensent ça. Je crois que cette pandémie, il me semble que elle a été pour un certain nombre de personnes, dès le début, une sorte de, ça va peut-être faire hurler tout le monde, mais une sorte de chance, entre guillemets. C'est-à-dire, brusquement, il se passe quelque chose qu'on n'a pas connu, en tout cas que les générations actuelles n'ont pas connu. Ça sera sûrement l'occasion. D'ailleurs, si on s'est mis très vite à parler du monde d'après, c'est qu'on se disait, il y a plein de choses qui vont changer. Et je crois que beaucoup aujourd'hui, et les auteurs les plus pessimistes dès le début, se sont dit, mais non, il n'y a rien qui va changer. C'est vrai que c'est une vision plutôt un peu noire, mais qui d'un autre côté, je trouve, va vraiment plus loin que beaucoup de visions qu'on peut avoir ici en Occident ou ou même souvent qu'on a en Russie. C'est-à-dire que, à la limite, ce qui est posé ici, c'est pas la question politique. Est-ce que les choses vont changer? C'est vraiment la question de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, question individuelle aussi, collective et individuelle, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de changer au terme de quelque chose d'aussi important, et en plus c'est mondial, que cette pandémie. Oui, et cette attitude que moi je qualifierais directement franchement de pessimiste chez la plupart des auteurs russes, ça contraste quand même avec le discours forcément optimiste, construire le monde nouveau, nous réinventer, reconstruire, etc., qu'on essaie d'imposer aussi
plutôt donc en Occident, et changer à tout prix, construire un monde meilleur. Et on se demande finalement si vraiment ils font rêver. Et là, je pense à un seul parmi les auteurs qui visiblement refuse de rêver d'un monde meilleur et qui adopte l'approche la plus philosophique pour dire ceci. Pour dire que si, il y aura des changements, sans doute, mais pas le changement qu'on attend. Parce que, écrit-il, et évidemment c'est Evgeny Vodolazkin qui parle, cela ne veut pas dire que les changements se produiront en une heure. L'histoire est une fille à l'esprit curieux, mais prudente. Voyant une porte nouvelle, elle ne s'y engouffrera pas forcément d'emblée. Elle pourra l'entrouvrir, diriger vers ce lieu inconnu le rayon de sa lampe, mais elle aura remarqué cette porte. Et c'est là l'essentiel. En attendant, dit-il, pareil à des écoliers, réjouissons-nous de ces vacances imprévues. Libre à nous de nous lire, enfin, en partie du moins, ce que nous repoussions pour d'improbables moments de loisir. Libre à nous de nous sentir tels des écureuils échappés de leur roue et, qui sait, de réfléchir au sens de la vie. Voilà, il y a un auteur qui nous invite à réfléchir au sens de la vie et on ne peut que se souscrire à cet appel parce que ayant l'impression qu'on cherche au contraire de nous divertir par tous les moyens et par tous les zooms de la planète, on peut se demander si c'est vraiment nécessaire et si on ne devrait pas plutôt réfléchir au sens de la vie et en s'aidant notamment de la lecture de ce petit livre de combien de pages? 120 et quelques pages. D'à peine 100 pages, mais qui contient une ample matière à la réflexion. C'est une chose pour le titre, parce que 8 milliards de Cendrillon, c'est pas forcément évident. En fait, le texte de Vodolazkin qu'on a donc mis en dernier, parce qu'il y a quand même une ouverture malgré tout, est quelque chose d'un peu, je dirais, d'un peu joyeux, c'est-à-dire profitons-en comme des écureuils échappés de leur roue, comme des écoliers qui peuvent sécher les cours, profitons-en pour nous occuper de choses sérieuses. Le premier texte, qui est le texte de Yuri Arabov, et là je remercie encore une fois Irina Bakhmiatova, parce que moi je connaissais Arabov comme scénariste, très connu dans ce domaine, et je ne savais pas vraiment qu'il écrivait. Et j'ai été absolument abasourdi à la lecture de son texte, parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un de très fort, de très solide comme écrivain. Et lui dit, lui il est très pessimiste, dit de toute façon rien ne changera. Pourquoi? Parce que toute la planète, aujourd'hui, c'est 8 milliards de Cendrillon qui attendent qui non seulement attendent le prince charmant sur son cheval blanc, mais en plus sont sûrs qu'il doit arriver parce qu'elles le valent bien. Ça, je trouve que c'est le texte le plus noir qui est dans ce recueil. Oui, il y en a un autre aussi qui est passablement noir, donc, et comme c'est la note dominante du recueil, peut-être je vais lire encore une citation, ça sera la dernière, de Sacha Filipenko qui termine son essai en disant « Nous nous habituerons à nous laver les mains plus souvent, avec ou sans raison, et nous nous montrerons pendant plusieurs années méfiants et accusateurs envers ceux qui éternueront. Ensuite, nous oublierons tout ça, comme j'avais naguère oublié ce récit. » Voilà.
Donc, n'oubliez pas de lire ce livre dont on a vu tout à l'heure les images, certaines des images qui le rehaussent. Et merci à Anne Goldefy pour le Merci. travail de traduction, Elena. d'édition et pour la conversation. Merci beaucoup. Merci Elena, merci Anne. C'était passionnant, c'était nouveau, c'était d'actualité, je dirais malheureusement, mais je pense que ça illustre bien l'idée qu'on a voulu donner que les mots peuvent répondre aux mots. Donc merci à vous, merci aux traducteurs. Nous avons des questions, une question. Oui. Ah, ben, il fallait le signaler, c'est désolé. Allez, Olga, donc pose les questions. Voilà, nous avons une question. Y a-t-il des textes qui font référence à l'épisode pandémique d'il y a 100 ans en lien avec la grippe espagnole, en les mettant en parallèle? Pas directement, mais dans plusieurs textes, il est question d'épidémies qui ont précédé dans l'histoire. Oui, c'était absolument indispensable. Et ça tombait sous le sens. Maintenant, sur la grippe espagnole elle-même, non, je veux dire, il y a aucun texte qui fait un parallèle pointu, un parallèle précis. Mais c'est sous-entendu. On sent que, d'autant plus qu'il y a beaucoup de références à l'histoire, et dans plusieurs textes, on dit clairement ou on sous-entend, écoutez, c'est pas la première pandémie, la première épidémie que connaît le monde. Simplement, celle-là, elle est différente parce que il y a un auteur qui dit cela, parce que maintenant, on sait tout sur tout, sur le monde entier. Tandis qu'à une époque, bon, il pouvait y avoir une pandémie presque aussi importante, encore que c'était plus difficile, mais on n'avait pas l'information en temps réel, on n'avait pas tous les renseignements en temps réel, tandis que là, on les a, et du coup, c'est encore plus affolant. C'est encore plus affolant et ça peut rendre encore plus pessimiste, parce qu'on se dit c'est partout et comment est-ce qu'on peut y échapper? On n'y échappera pas. Pourtant, il y a eu plus de morts avec la grippe espagnole. Bien sûr, bien sûr. Mais là aussi, certains auteurs disent, mais attendez, finalement, c'est peut-être pas aussi catastrophique qu'on veut bien le dire. Il y a des mesures qui sont prises. Bon, on peut les contester, on peut être d'accord, mais il y a eu pire. Voilà. Mais je crois que ce qui donne cette impression de pire aujourd'hui, de pire que la grippe espagnole et que d'autres, des épidémies de peste, c'est le côté... C'est le monde entier, on le sait et on le voit, on l'entend chaque minute. Je crois que c'est ça qui rend la chose assez effrayante. Ouais. Olga, encore c'est Alain des qui a posé cette question. Pardon Dimitri, je continue. Et Alain qui a posé cette question et qui nous écrit aussi, attention tout de même, le confinement imposé à toutes et tous, dont les enfants et les adolescents, ne peut pas être considéré comme une chance. Ils ont besoin de se construire en contact avec autrui et non au sein de leur chambre en compagnie de leurs parents et de Netflix. J'achèterai le livre Merci, nous écrit Alain. Merci à lui. Bien sûr qu'on ne peut pas considérer ça comme une chance. Quand j'ai dit tout à l'heure que certains écrivains ou d'autres personnes, pas forcément des écrivains, mais des écrivains du recueil, ont vu cet arrêt, je parle du premier confinement, comme, bah tiens, finalement, ça ne va pas durer longtemps. D'abord, on ne savait pas combien de temps ça durerait. C'était brutal. Ça a été décidé du jour au lendemain. Et après un moment où les gens étaient perturbés, il y en a qui se sont dit bah, c'est bien, finalement, on va pouvoir, en attendant que ça passe, et ça va sûrement passer très vite, eh bien, on va faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, on va adopter un autre rythme. Bon, alors après, évidemment, quand ça dure depuis 1 an, qu'on est confinement, pas confinement, couvre-feu, pas couvre-feu, ça commence à être un peu pesant. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a plus de questions. Merci à vous. Merci Olga.
Encore merci Anne, merci Elena. Merci aussi aux traducteurs. Alors, cette fois-ci, je cite les deux, puisque les deux s'y sont mis, Igor Matishin et Inar Meliskaya. Et donc, pour clôturer, on va encore avoir un petit film de poésie. Mais avant, je voudrais vous rappeler que nous nous rencontrons en présentiel le 2 et 3 octobre pour les journées du livre russe et la remise du prix Russophonie, donc qui sera le 15e cette fois. Avant, nous essaierons encore de faire des présences en ligne. Il y a plusieurs sujets qui sont possibles. Évidemment, on vous préviendra, on vous tiendra au courant. Et j'espère que vous serez aussi nombreux à y assister et à participer. Le petit film poétique, c'est un film de Gennady Shpalikov qui est sur le thème de « Je déambule dans Moscou ». Évidemment, ça nous rappelle la poésie, la chanson bien connue « Я один шагаю по Москве » et moi, tout seul, je déambule dans Moscou, mais c'est autre chose cette fois, c'est une sensation du Moscou moderne. À vous, François. Я шагаю по Москве. Я шагаю по Москве. Я шагаю. Я шагаю по Москве, как шагают по доске. Что такое сквер направо и налево тоже сквер. Здесь когда-то Пушкин жил, Пушкин с Вяземским дружил, горевал, лежал в постели, говорил, что он простыл. Кто он? Я не знаю, кто, но, наверное, никто. У подъезда на скамейке человек сидит в пальто. Человек он пожилой, на Арбате дом жилой. В доме летняя еда, а на улице среда переходит в понедельник.